ce que font la Chine et la Russie, et on le voit très bien, c'est d'essayer de créer une dédollarisation des transactions entre eux, avec le pétrole en particulier, avec des parties tierces dans toute l'Asie. Et d'ici quelques temps, on va annoncer que le rouble et la monnaie chinoise sont toutes les deux convertibles en or. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'ils achètent de l'or, pour pouvoir convertir leur monnaie en or, et donc on se désolidarisait du dollar américain, ce qui sera une perte de prestige inimaginable pour les États-Unis, mais qui est le résultat auquel je m'attendais quand les États-Unis ont décidé de légiférer sur leurs droits en dehors des États-Unis. Vladimir Poutine a été réélu le 18 mars avec plus de 76% des voix. C'est le meilleur score jamais obtenu par le président russe. Depuis son arrivée au pouvoir en 1999, Poutine a mis en œuvre une stratégie économique au service de la puissance russe. Peut-on parler alors d'un système, voire d'une doctrine nationale d'intelligence économique ? Poutine, c'est une question difficile parce que vous tombez immédiatement dans ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc si vous dites qu'il a fait des choses bien, tout le monde vous tombe dessus. Si vous dites qu'il a fait des choses mal, les autres vous tombent dessus. Donc c'est un sujet qui est, mettons, ce qu'on appelle un sujet clivant. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ce que je veux dire ? Souvenons-nous d'abord de où était la Russie quand Poutine est arrivé au pouvoir. C'était après Yeltsin. L'Empire soviétique venait de s'écrouler, ça avait été une abomination. La misère était partout et tout. Il m'arrive d'aller en Russie, de visiter la Banque centrale russe. Je peux vous dire que le travail fait en Russie depuis 1997 aujourd'hui, c'est-à-dire sur les 17 dernières années, a été absolument remarquable. C'est-à-dire du point de vue investissement public et tout, il y a une prospérité qui est tout à fait évidente en Russie. Ils ont passé quelques mauvais moments. Donc je ne me fais pas trop de soucis pour l'économie russe. Et d'ailleurs, personne ne s'en fait, puisque la croissance est repartie et tout et tout. Je crois que la croissance moyenne en Russie, depuis que Poutine est arrivé, était quelque chose comme 5 à 6% par an. Donc, si vous voulez, c'est beaucoup mieux que ce qu'on a fait en France. Vous me disiez qu'ils partaient de beaucoup plus bas, mais c'est vrai. Mais enfin, ils y sont arrivés. Donc, il y a un vrai sentiment de... Et quand vous parlez à des Russes, il n'aurait peut-être pas fait 76% des voix, mais enfin, il est tout à fait évident qu'il est extraordinairement populaire. Donc, quelque part, il est légitime, puisqu'il aurait été élu, peut-être qu'avec 55% des voix, 60% des voix, mais enfin, il n'y a pas de moindre doute qu'il aurait été élu compte tenu de ses résultats tout à fait satisfaisants. Maintenant, bon, ça, c'est le côté positif. Maintenant, il veut projeter une force. Là aussi, il y a des choses qui me gênent énormément. C'est que lorsque Gorbatchev et Reagan avaient parlé ensemble, l'accord auquel ils étaient arrivés pour la fin de l'Union soviétique, c'est que le NATO, l'OTAN, ne se rapprocherait jamais à plus d'une frontière de la Russie. C'est-à-dire qu'il y aurait toujours un État neutre entre la Russie et les territoires de NATO. Or, dès que la Russie s'est effondrée dans les années 90, le but de l'OTAN a été d'essayer de se mettre à la frontière même russe, et de créer des troubles à la Russie, en quelque sorte. Il semble qu'il y ait des gens dans les services diplomatiques, aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre qu'en France, qui ne sont pas sortis de l'idée que la Russie était l'ennemi. Vous savez, vous connaissez la vieille histoire française, où la diplomatie française, pendant les négociations de 14-18, après la guerre, n'avait qu'une idée, c'était de plomber l'Autriche-Hongrie, qui avait été le grand ennemi de Richelieu 200 ans avant. C'était plus vraiment le sujet, si j'ose dire, parce que plomber l'Autriche-Hongrie, c'était enlever l'arbitre entre la Russie et l'Allemagne qui nous a permis de garder l'équilibre européen. Donc il y a des gens qui veulent absolument se payer la Russie, je ne comprends pas très bien pourquoi. Maintenant que Poutine, en tant qu'ancien patron des services secrets russes, ne soit pas un saint, ça me semble tout à fait évident. Mais là aussi j'ai un petit problème, parce que c'est pas comme si la CIA n'était jamais intervenue dans une élection dans un autre pays. Ce que je veux dire, ils sont intervenus dans les élections russes au moment des Yeltsin. Ils sont intervenus massivement dans les élections en Ukraine. Ils sont intervenus dans les élections en Israël pour essayer d'empêcher Netanyahou d'être réélu. Donc je veux dire, qu'un pays essaye d'intervenir dans les élections d'un autre, c'est de bonne guerre. Je vois pas où est le... Je suis même pas certain qu'il l'ait fait d'ailleurs, mais... donc, il y a deux choses qui me gênent dans la Russie, c'est qu'il semble
que ce soit un petit peu comme Israël, c'est-à-dire que c'est un pays dont on ne peut parler qu'à charge. Si vous voulez, Israël, tout le monde lui tape dessus parce que je sais pas quoi, et la Russie, tout le monde lui tape dessus parce que je sais pas quoi. Mais c'est pas comme si les autres pays étaient des saints, quoi. Donc, pourquoi cette espèce d'excès de haine? Ça me gêne beaucoup, moi. Je comprends pas très bien, je sais, vous savez, je lis, j'étudie, je regarde tout ça. Je me dis, bon, je suis certain que Poutine n'est pas un être fait de douceur et de gentillesse, mais enfin, je n'ai pas l'impression que Mitterrand l'a été, d'ailleurs. Je reviens sur la partie économique avec vous. Pourquoi, ces dernières années, la Banque centrale russe a considérablement agrandi ses réserves d'or officielles? À peu près il y a 10 ou 15 ans, les États-Unis ont décidé que leur droit allait devenir extraterritorial. C'est-à-dire que quiconque se servait du dollar, si vous et moi, étrangers, on fait une transaction entre nous en dollars et qu'il y en a un des deux que le droit américain considère comme illégal, parce que vous êtes un je sais pas quoi, ou moi, à ce moment-là, si vous voulez, le droit américain a le droit de nous mettre en prison, ou de nous juger aux États-Unis, et si vous travaillez, vous et moi, nous travaillons dans une banque, par exemple, d'interdire cette banque de marché financier à New York, ce qui l'a condamné à mort. Hein. Donc il y a eu cette extraterritorialisation du dollar américain par une espèce de projection de la force juridique aux États-Unis en dehors des États-Unis, ce qui était tout à fait interdit après 1946, si vous voulez, quand on avait eu les accords de Bretton Woods. Les accords de Bretton Woods précisaient que si la France faisait des accords avec le Soudan et si la Banque centrale locale était d'accord et qu'il y avait ça ne s'opposait à aucune législation nationale, c'était très bien. Tout ça a changé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc que les pays ont perdu la souveraineté. Et donc, ces pays sont en train d'essayer de retrouver leur souveraineté. Ce que font la Chine et la Russie, et on le voit très bien, c'est d'essayer de créer une dédollarisation des transactions entre eux, avec le pétrole en particulier, avec des parties tierces dans toute l'Asie. Et d'ici quelques temps, on va annoncer que le rouble et la monnaie chinoise sont toutes les deux convertibles en or. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'ils achètent de l'or, pour pouvoir convertir leur monnaie en or, et donc on se désolidarisait du dollar américain, ce qui serait une perte de prestige inimaginable pour les États-Unis, mais qui est le résultat auquel je m'attendais quand les États-Unis ont décidé de légiférer sur leurs droits en dehors des États-Unis. C'est une conséquence logique.